Ça y est, nous sommes vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est sur Mon Quotidien TV et cette semaine, notre tournage est accueilli par 7 scènes notaires. On accueille tout de suite Marianne Fabre, cabinet Satia Avocat, spécialisée dans les droits des affaires. Bonjour Marianne, comment allez-vous ? Très bien. Bon, c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. Je pense que cette interview va servir à bon nombre d'invités qui sont passés tout au long de notre émission. Pourquoi cela ? Parce que vous êtes spécialisé dans les droits des affaires qui servent aux entrepreneurs. Donc j'ai cru comprendre que c'était les plus petits comme les plus gros. C'est bien ça votre activité ? Oui, tout à fait. Donc évidemment, je suis avocate, mais il y a énormément de spécialités. Et il y a une petite spécialité qui est le droit des affaires, c'est-à-dire que notre clientèle n'est pas un particulier, une personne physique, mais une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas derrière des dirigeants. On a évidemment des interlocuteurs qui sont des dirigeants, des entrepreneurs, des directeurs financiers, mais au final, c'est tout ce qui intéresse le droit des entreprises. Donc ça va être le droit des contrats, le droit des sociétés, les fusions-acquisitions. Ça peut être d'autres spécialités comme le droit fiscal. Il y a le droit pénal des affaires également. Donc voilà, tout ça est regroupé dans la notion de droit des affaires. D'accord, merci pour cette définition. Et alors derrière du coup ce droit des affaires, est-ce que pour vous c'est un petit peu une vocation d'aller vers ce milieu-là ? Alors je dirais pas une vocation, en fait c'est plutôt un hasard. Hasard pourquoi ? Parce qu'au départ j'ai fait des études en école de commerce. À l'ESSEC. Et puis j'ai rencontré un professeur de droit qui m'a donné envie de découvrir le droit, de faire du droit. Et à l'époque, il y a la passerelle qui permettait d'être directement avocat lorsqu'on avait fait un cursus école de commerce avait disparu. Donc j'ai été obligée, entre guillemets, de faire un cursus classique de droit. D'accord. À la fois le cursus ESSEC droit et puis universitaire. Et peu à peu, donc, j'ai eu envie d'en faire mon métier au fil des stages dans des cabinets d'avocats. D'accord, donc finalement vous avez une double formation, ce qui vous permet du coup de connaître le monde entrepreneurial avant même de vous être lancé dans le monde des avocats finalement. Oui, tout à fait. Et en fait, ça m'a énormément servi parce que il y a 25 ans, un avocat n'avait finalement pas beaucoup de notions du droit des entreprises, ne savait pas lire un bilan comptable, ne savait peut-être pas ce qu'était un EBITDA ou des formules financières. Et donc ça a été un atout, en tout cas dans mes premiers stages, le fait d'avoir cette double formation et de pouvoir intégrer des cabinets d'affaires assez renommés sur la place de Paris. D'accord, et ces premiers stages, ils ont été effectués dans quelle structure du coup ? Alors ils ont été effectués dans des structures françaises, donc je n'ai pas du tout intégré de cabinets anglo-saxons, donc des cabinets d'affaires français de taille moyenne qui pouvaient aller de 5 associés jusqu'à 30 associés. Voilà. Et mon dernier cabinet, il y avait 30 associés et une centaine de collaborateurs. Ok, donc à la fin de toute cette formation qui a duré combien de temps, dites-moi ? Alors la formation elle-même, elle a duré 6 ans. Et ensuite, j'ai été collaboratrice pendant une douzaine d'années. D'accord, et alors je crois que donc à la fin de cette formation, on a un petit souvenir de vous que notre réalisateur Cyril peut nous passer tout de suite. Voilà, cette jolie photo, est-ce que vous pouvez un petit peu nous la commenter ? Oui, bien entendu, c'est la photo de ma prestation de serment à la Cour d'appel de Paris, donc il y a 25 ans. Et donc c'est assez émouvant et impressionnant parce que c'est le bâtonnier qui... on est dans la salle vers les pas perdus, la Cour d'appel, et c'est le bâtonnier qui nous fait prêter serment. Et pour l'occasion, mon papa, ma maman et puis également ma grand-mère étaient venus d'Albi. Et ma grand-mère avait même, pour la petite anecdote, pris l'avion pour la première fois de sa vie pour voir sa petite fille prêter serment. C'est une belle histoire en tous les cas, c'est vrai, puis cette tenue vous va ravir en tout cas. Alors c'est une tenue que je ne mets pas souvent parce que donc, c'est la robe d'avocat, donc j'ai évidemment une robe d'avocat, mais je fais peu de contentieux, je fais plutôt du conseil. D'accord. Dans ma profession, dans mon métier de tous les jours.
Ce qui veut dire que je ne plaide pas devant les tribunaux, je ne vais pas devant la cour d'assises, je ne vais pas devant le tribunal correctionnel. Moi, j'ai plutôt un métier de conseiller. J'accompagne les entrepreneurs dans leurs opérations, dans la rédaction des actes. Je vais être amenée à les conseiller sur des opérations. Donc c'est un travail un petit peu différent. Je dis ça parce qu'en fait, la profession d'avocat est quand même une profession très spécialisée et puis vaste, et donc avec deux métiers qui sont quand même très différents. Le conseil, ce que je fais, et le contentieux, qui est le fait de plaider devant les tribunaux. Et alors pourquoi avoir choisi cette voie-là du conseil ? C'est au fil des stages qu'on fait ce choix. Je le regrette un peu aujourd'hui parce que je me dis que j'aurais peut-être pu pousser un petit peu dans le contentieux, mais on est amené à se spécialiser au fil des stages et puis après des collaborations. Puis j'imagine qu'il y a un travail énorme en termes de conseils. C'est justement ce qui va éviter le contentieux, j'imagine même peut-être. Oui, exactement. Alors je dis que je ne fais pas de contentieux, mais je fais quand même parfois du pré-contentieux. C'est-à-dire que je vais quand même accompagner mon client. Si jamais un litige commence à naître, je vais essayer de l'accompagner avant de le diriger vers un autre confrère. Et c'est vrai que on n'a pas l'habitude, les personnes n'ont pas l'habitude d'aller voir les avocats spontanément. Et parfois, il vaut mieux aller voir un avocat avant le litige pour se faire conseiller, pour se faire accompagner, plutôt qu'une fois que le litige est né ou qu'il y a un redressement fiscal ou c'est déjà ou un problème. Finalement, un petit peu, ils ont le pied dedans, et j'imagine que même votre métier en est plus difficile même. D'ailleurs, de réussir à gérer une affaire quand elle est déjà créée finalement. Tout à fait, il vaut mieux toujours anticiper pour donner la meilleure solution et limiter le risque. D'accord. Donc du coup, un entrepreneur peut vous contacter quand il sent qu'il y a un litige qui se prépare, j'ai envie de dire, mais il peut vous contacter à quel autre moment ? Alors il va me contacter par exemple s'il veut créer une société et qui veut s'associer avec d'autres associés. Bien sûr. Il devrait se tourner vers un avocat pour l'aider dans la rédaction des statuts, mais également dans la rédaction du pacte d'associés. D'accord. Un pacte d'associés, c'est un document contractuel en plus des statuts qui gère la relation des associés entre eux. Donc c'est un document qui n'est pas public, qui n'est pas déposé au greffe, mais qui permet de régir les relations sur la gouvernance, sur ce qu'ils entendent faire de la société, comment ils comptent la développer, et puis également si jamais un des associés veut partir, comment se passe la cession de ses titres, la sortie de cet associé. D'accord. Voilà un exemple concret où un entrepreneur devrait consulter un avocat lorsqu'il souhaite s'associer avec d'autres personnes. Entendu. Et du coup, pour vous contacter, j'imagine que vous avez peut-être un petit site internet. Oui, alors aujourd'hui, comment ça se passe ? Aujourd'hui, les avocats ont tous un site internet. Donc il y a un site internet, il y a un profil LinkedIn, il y a diverses façons de contacter un avocat. Il y a un téléphone, un mail. Et du fait d'être au barreau de Paris, est-ce que ça vous fait gérer des affaires locales ou est-ce que comme je fais du conseil, je peux gérer des affaires dans toute la France. J'ai des clients qui sont à Nîmes, j'en ai d'autres à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux. Bien évidemment, j'ai une clientèle qui est parisienne, mais aujourd'hui, on peut gérer dans toute la France des affaires. En contentieux, c'est un petit peu différent parce que devant certaines juridictions, il faut avoir un avocat local qui peut être un postulant ou qui est l'avocat qui s'occupe de l'affaire, mais c'est un avocat local. D'accord, ouais. Donc du coup, c'est vrai que on l'entend à votre bel accent. Vous n'êtes pas de Paris, c'est certain. Vous êtes de Albi, j'ai cru comprendre tout à l'heure. Vous le disiez par rapport à votre grand-mère. Oui. Et puis vous avez décidé de partir à Paris pour vous lancer dans ce métier, finalement, ce métier passion, j'imagine, aussi. Oui, alors quand je suis allée à Paris, c'était pour mes études et c'est vrai qu'après, j'ai construit mon réseau d'amitié, ma famille à Paris, tout mon noyau dur. Et c'est vrai que
avocat au barreau de Paris, dans la mesure où j'avais fait l'école française du barreau à Paris. C'était presque logique, voilà, et puis j'y suis restée. Et alors, du coup, vous avez travaillé dans une grande entreprise, un grand cabinet, j'ai cru comprendre, pendant plusieurs années, c'est cela? Oui, alors j'ai eu 3 expériences d'avocat et dans des structures et dans une grosse structure pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Et au bout de ces 5 ans, vous vous êtes dit, je veux me lancer. Oui, alors au bout d'un moment, lorsqu'on est avocat, c'est difficile de rester collaborateur à vie. Parce que on commence à stagner au niveau de la rémunération. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché. Et donc, à un moment donné, soit il faut devenir associé d'une structure, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on n'a pas un chiffre d'affaires personnel important, ou alors il faut s'installer. Et donc, j'ai franchi ce cap. J'ai décidé de m'installer il y a 12 ans. Et alors, quel a été votre sentiment au moment de cette installation ? Alors, le fait de passer d'une grosse structure à un exercice individuel, ça a été quand même un choc presque, puisqu'on commence à prendre des locaux, on est seul devant son ordinateur, qu'il n'y a pas toujours un client qui va appeler ou un dossier à gérer. Donc, tout de suite, j'ai choisi de rentrer dans un groupe d'entrepreneurs à la Garenne Colombes qui s'appelle Synergie Entreprise, et qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes. Alors évidemment des contacts qui peuvent être des clients, des entrepreneurs, mais également d'échanger avec eux et puis de casser un petit peu la routine, de casser cette solitude qu'on peut rencontrer lorsqu'on s'installe à son compte. Oui, parce qu'en effet, peut-être que vous permettez à d'autres entrepreneurs qui commencent à s'installer de casser cette solitude parce que vous les accompagnez, mais vous avez aussi besoin d'être vous-même accompagné au niveau humain, Tout à fait. Voilà, d'avoir de l'expérience d'autres entrepreneurs. Quand on se lance, c'est jamais évident. On le voit avec nos invités. Et puis donc j'ai choisi de rentrer dans cette association, mais également j'ai fait l'effort pendant les premiers mois en tout cas. D'échanger avec des confrères, de déjeuner, de faire un déjeuner avec des confrères, parce que c'est une façon d'échanger sur le métier, si c'est la même spécialité, mais également de s'ouvrir sur d'autres spécialités, donc d'avoir quelques réflexes. Par exemple, quand un client aujourd'hui me confie un dossier, il peut y avoir des aspects fiscaux. Je ne vais pas faire une consultation fiscale, parce que je ne fais pas de droit fiscal, mais je peux avoir des réflexes, et savoir à un moment donné qu'il vaut mieux peut-être l'orienter vers un conseil fiscal approprié. Et donc c'est en échangeant avec des confrères qui ont des spécialités différentes qu'on peut avoir quelques réflexes, avoir quelques notions. Donc le réseau est finalement très important pour votre travail en lui-même. Oui, il est même fondamental. Le réseau donc, de confrères, le réseau de professions qui sont du droit également, comme les experts comptables ou les notaires. Le réseau ESSEC m'a beaucoup servi au départ pour construire ma clientèle, puisque j'avais des amis, des connaissances qui étaient directeurs financiers, entrepreneurs et qui ont su me donner des dossiers. D'accord. Et alors du coup, on parlait de synergie. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui vous ont servi, qui vous accompagnent ? Oui, alors il y a d'autres réseaux. Il y a le réseau BNI qui m'a servi à un moment donné. Et puis aujourd'hui, il y a SBC qui est une association d'entrepreneurs dans les Hauts-de-Seine et qui joue un rôle important dans le développement d'une clientèle et d'un réseau. D'accord. Alors du coup, voilà, vous nous avez expliqué votre parcours, vous nous avez expliqué pourquoi faire appel à vous. On a parlé de comment faire appel à vous aussi. Mais alors, pourquoi s'orienter vers un avocat plutôt qu'un autre ? Est-ce qu'il y a une raison en particulier qui pousserait les gens ? Alors, je dirais que il y a énormément d'avocats en France. On est 70 000, dont à peu près 40% au barreau de Paris. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Peut-être ce qui va différencier un avocat d'un autre, c'est le fait qu'il soit réactif,
qu'il sache s'adapter à son client. Aujourd'hui, le client est de plus en plus exigeant, pressé un petit peu, avec une notion toujours d'urgence dans ces questions. C'est la société en elle-même peut-être qui amène à ça aussi. Oui. Tout à fait, avec le développement des moyens de communication. Oui. Donc un client va envoyer un mail, va envoyer un WhatsApp, va envoyer un SMS, donc il faut savoir gérer cela. Et le fait d'être dans une petite structure peut avoir un intérêt parce qu'on est une équipe resserrée. Le client va avoir affaire à la personne, donc à l'avocat individuel, plutôt qu'à une équipe avec un associé qui est injoignable, qui va lui donner peut-être un calendrier qui n'est pas adapté au monde de l'entrepreneur. Donc ça va être vraiment la disponibilité, le point fort en tout cas de votre La disponibilité cabinet. et la réactivité, savoir répondre dans des délais raisonnables. Alors du coup, bon, vous nous disiez ça fait 25 ans, c'est ça, déjà qu'on a vu la photo de tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu une évolution justement dans votre métier ? Oui, il y a une exigence de plus en plus forte des clients. Je pense que c'est un monde qui est concurrentiel. Et puis, dans mon métier aujourd'hui, c'est aussi un métier qui est stressant. Donc, c'est un métier passionnant parce qu'on est au contact du client, on aide à la réussite de l'entrepreneur, c'est vraiment quelque chose de gratifiant. Mais c'est aussi un métier qui est exigeant et stressant et qui l'est de plus en plus. D'accord. Et c'est aussi un métier qui, comme beaucoup de métiers, doit s'adapter aux nouvelles technologies. Donc il ne faut pas être allergique à des outils qui peuvent être au départ un peu stressants pour l'avocat. Alors, je pense à la signature électronique et puis il y a aussi certaines plateformes de gestion qui peuvent être utiles et qui au départ sont... compliqué à prendre en main, j'imagine, voilà, mais c'est un passage obligatoire comme... Il faut savoir passer finalement, tout entrepreneur a besoin de cette résilience pour évoluer dans le monde qui va à toute vitesse, hein, vous l'avez dit vous-même. Oui. On parlait de serment tout à l'heure, de serment. Qu'est-ce qu'il représente, ce serment, pour vous ? Il est fondamental, en fait. C'est le fait d'exercer sa profession avec probité, dignité, conscience et humanité. Et même si on est avocat d'affaires, on est d'abord avocat. Et c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit tout au long de notre carrière et même tous les jours. C'est un serment qui s'applique à la fois envers le client, mais aussi envers un confrère. Lorsqu'on échange avec un confrère, il faut toujours garder cette humanité, cette intelligence presque d'esprit. Et puis envers, par exemple, quand on fait du contentieux, envers un juge, un magistrat. Alors, on parle de déontologie en quelque sorte, j'imagine. Et est-ce qu'entre la déontologie et les convictions personnelles, il y a Est-ce que tout coule ou est-ce qu'il y a un fossé parfois ? Je ne dirais pas que tout coule, parce qu'évidemment, il y a un idéal et puis ensuite il y a la réalité du terrain. Mais il faut essayer de garder cet idéal en tête pour que ça reste quelque chose qui soit humain oui. et voilà, accompagner les gens. Donc voilà, en tout cas, ce qu'on peut retenir aujourd'hui de votre métier et de votre approche de ce métier qui est très importante parce que 70 000 avocats, c'est 70 000 visions de ce métier, j'imagine. C'est que vous êtes disponible, adaptable. On peut aller vers vous. Voilà, il y a vraiment ce côté humain en tout cas qu'on sent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Encore une quinzaine d'années d'exercice de cette profession qui est une belle profession. Très bien. En tous les cas, Marianne, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je pense qu'on peut encore remercier cette scène notaire de nous accueillir aujourd'hui. On peut remercier Lou au maquillage, Paul Denis qui est notre stagiaire, Cyril à la réalisation et à tout cas mes Griffes Productions bien entendu pour la production que l'on remercie. Et merci beaucoup Marianne pour votre venue. À très bientôt et à la semaine prochaine sur Mon Quotidien TV.